Bonjour. Des maires, des conseillers généraux, des personnages sérieux, des personnages officiels, ceints de l'écharpe tricolore, qui descendent dans la rue pour manifester, c'est un spectacle insolite. C'est pourtant ce qui s'est passé ce matin à Paris, entre le Palais Bourbon et l'hôtel Matignon. C'est un spectacle insolite, mais qui est peut-être symbolique, disons, du climat dans lequel se déroule cette année la traditionnelle rentrée politique d'avril. Rentrée politique marquée également hier par l'entretien entre M. Chaban-Delmas, le Premier ministre, et M. Pierre Desgroupes, notre directeur. Dans cet entretien, une phrase à propos de l'université. Il faut, a dit le Premier ministre, il faut que les casseurs soient les payeurs. Une phrase, François-Henri de Virieu, dont le sens est clair, mais on peut se demander ce que le gouvernement espère et veut faire pour la traduire concrètement dans les faits. Oui, alors je crois que pour répondre à votre question, il faut encore attendre quelques instants. À 13 h, à l'heure où nous sommes entrés dans ce studio, le Conseil des ministres siégeait encore. Et bien que la question ne soit pas inscrite à son ordre du jour, je crois qu'on peut maintenant vous dire qu'il y aura effectivement un projet de loi adopté au cours de ce Conseil des ministres, projet de loi sur lequel M. Léo Hamon lèvera le voile dans notre édition de 19h45 ce soir. Alors, tout ce qu'on peut dire, si vous voulez, en attendant que le texte définitif soit approuvé par le gouvernement, ce qu'on saura dans les prochaines minutes, eh bien, c'est que ce texte vise à réprimer une forme nouvelle de délinquance qui est apparue en France depuis 1968. Vous voulez dire, par exemple, les destructions de biens publics, les saccages dans l'université? C'est ça. Il y a effectivement une lacune dans le code pénal français. Ce code est assez précis en ce qui concerne la protection des biens privés. En revanche, pour les biens publics, il est assez imprécis et cela ne permet pas de rendre financièrement responsables les auteurs de déprédation. Et c'est précisément ce que le projet de loi va prévoir, les cas de ce que j'appellerais la violation du domaine public, si vous voulez, et des dispositions visant à rendre financièrement responsables les gens qui seront auteurs de déprédation de monuments publics, qui, par exemple, attaqueront des perceptions, des sous-préfectures, des universités. Et cette manifestation des maires? Oui, il y a aussi effectivement ce mécontentement des maires dont vous avez parlé tout à l'heure. Je dirais d'ailleurs que c'est une manifestation, il faut le rappeler, des maires de l'opposition qui ont profité de leur passage à Paris, où se tient le congrès de leur association nationale des maires, pour organiser ce cortège. Et Claude Carré a suivi ce cortège et il était au rendez-vous. Si vous voulez, nous allons regarder les images. Il n'y avait d'ailleurs pas que des maires, mais beaucoup d'élus locaux. Sein de l'écharpe tricolore. Un millier de maires de l'opposition ont défilé dans le calme et la dignité entre le Palais Bourbon et l'hôtel Matignon. Ils voulaient déposer une motion demandant une réforme de la fiscalité locale. En tête du cortège, ceint de leur écharpe tricolore, on reconnaissait M. André Bouloche, M. François Mitterrand, Guy Mollet et M. Gaston Defferre. Mais le Premier ministre n'a pas reçu leur délégation. Il leur avait d'ailleurs rappelé hier dans une lettre que toute manifestation dans la rue était interdite. Il leur avait également suggéré d'envoyer cette motion par la poste. Monsieur Defferre, en manifestant dans la rue, les maires se sont mis dans l'illégalité. Pourquoi? Nous ne nous sommes pas mis dans l'illégalité. Nous avons défilé dans l'ordre, le calme et la dignité pour attirer l'attention et des pouvoirs publics et de l'opinion sur la situation absolument insupportable qui est faite aux collectivités locales par une fiscalité archaïque, injuste et inefficace. Monsieur Chaban-Delmas ne vous a pas reçu ce matin. Qu'allez-vous faire? Chaban-Delmas était au Conseil des ministres, c'est ce qu'on nous a dit. Je pense que c'est vrai. Nous allons poursuivre notre campagne pour une refonte complète de la fiscalité des collectivités locales. Campagne qui se passera toujours dans la rue? Non, qui se poursuivra au Parlement, au Congrès des maires, et puis nous donnerons le cas échéant les formes que nous jugerons les plus utiles et les plus efficaces. Mais pourquoi, François-Henri de Virieu, les maires sont-ils aussi mécontents? Oui, eh bien, M. Defferre, vous l'avez entendu, vient d'expliquer qu'il s'agissait de la fiscalité locale. Et, si vous voulez, nous allons reprendre le texte de la motion que les manifestants auraient voulu remettre à M. Chaban-Delmas et qu'ils n'ont pas pu lui remettre, car M. Chaban-Delmas, comme l'a dit M. Defferre, était au Conseil des ministres. Les élus locaux se plaignent de l'aggravation de la situation financière des communes. Les impôts locaux, disent-ils, sont désuets, inadaptés et injustes, en particulier en ce qui concerne la cote mobilière et la patente. Ces impôts, ce sont toujours les maires qui parlent, ne nous permettent pas de rassembler l'argent qui serait nécessaire pour faire face aux besoins d'équipement les plus urgents de nos communes. Mais est-ce que cette manifestation n'avait pas quand même aussi une portée politique? Oui, bien évidemment, vous avez vu l'étiquette des maires qui y participaient, il est certain qu'elle a un caractère politique. La motion qu'il comptait remettre au Premier ministre n'a d'ailleurs pas été approuvée hier par l'ensemble du Congrès des maires de France, et je crois que ceci est à signaler. Elle contient une mise en garde très claire adressée au gouvernement.
je cite, « Si aucune réforme fondamentale du régime des impôts locaux n'intervenait avant la fin de l'année, les maires, députés ou sénateurs refuseraient de voter le budget de l'État. » Malgré la manifestation, le dialogue n'est pas rompu entre les maires et M. Chaban-Delmas, loin de là. Non, je dirais même que M. Chaban-Delmas recevra demain à 18h M. de Tinguy-du-Poët, qui est le président de l'Association nationale des maires, qui tiennent congrès actuellement à Paris. Alors, autre chose, vous savez que cet après-midi, les commerçants et les artisans doivent fermer boutique, la portée de cette manifestation. Oui, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est que toutes les boutiques et tous les ateliers ne seront pas fermés cet après-midi. Il s'agit d'une consigne qui a été donnée par deux organisations qui s'appellent le CID, le Comité d'information et de défense de la Tour du Pin, et l'UNATI, l'Union nationale des artisans et travailleurs indépendants. Ces deux organisations ont donné une consigne, mais d'autres organisations, comme la Confédération des PME, des petites et moyennes entreprises, ou l'UNCAP, ont décidé de ne pas s'associer à ce mouvement. Elles estiment que les dirigeants du commerce et de l'artisanat étant appelés à être reçus dans les prochains jours par le Premier ministre, mieux vaut attendre l'ouverture du dialogue que de manifester tout de suite. Et je préciserai que, si vous voulez, il s'agit d'un mot d'ordre extrêmement limité en plus, qui s'appliquera de 14 à 18 heures. On pourra donc faire ses courses après, et tout compte fait, les ménagères ne seront pas trop gênées. Oui, je pense qu'on les a même fait avant d'ailleurs. Mais ce sera intéressant de voir dans quelle mesure ce mouvement sera suivi, car ce sera un test de l'influence des deux grandes organisations contestataires que sont le CID et l'UNATI. Dans le domaine social, autre chose à signaler aujourd'hui ? Eh bien, il y a effectivement un mouvement de grève dans le bâtiment parisien, c'est-à-dire 400 000 travailleurs environ ont été appelés à la grève par la CGT et la CFDT. Une consigne analogue a été lancée dans les arsenaux et les poudreries. La rencontre hier entre M. Segui et M. Descamps. Oui, il faut revenir effectivement sur cette rencontre qui n'a rien donné, en ce sens que la CFDT n'a pas voulu s'associer au mouvement, à la journée nationale d'action revendicative souhaitée par M. Segui, souhaitée par la CGT, et il est probable, nous dit François Got, que M. Segui et la CGT prendront aujourd'hui la décision d'organiser seul un mouvement revendicatif. Merci. Maintenant, la politique étrangère. Au Cambodge, les troupes gouvernementales sont en difficulté. Elles ont dû, cette nuit, évacuer, battre en retraite une région située non loin de la frontière avec le Sud-Vietnam, et c'est un phénomène important, car ces troupes cambodgiennes, ces troupes gouvernementales ayant évacué cette région, cela prouve, premièrement, que les pressions Viet Cong et peut-être les pressions des partisans du prince Sihanouk sont de plus en plus fortes, et cela pourrait également obliger le gouvernement du général Lon Nol de faire appel maintenant à l'aide américaine, ce qui bien sûr entraînerait une nouvelle aggravation dans le sud-est asiatique. C'est tout ce matin en politique étrangère, si ce n'est la mort au Luxembourg du prince Félix de Luxembourg. Le prince Félix du Luxembourg était âgé de 77 ans, il appartenait à la famille de Bourbon-Parme et c'était un descendant direct de Louis XIV. Monsieur Pitoef. Voilà. Époux de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg, le prince Félix, en qualité de prince consort, tenait un rôle discret dans la vie officielle du grand-duché, surtout depuis l'abdication de la grande-duchesse en 1964 en faveur de son fils, le grand-duc Jean. Félix fut un prince soldat dans la tradition du Luxembourg, général, inspecteur général de l'armée. Le prince Félix combattit à Verdun en 1418 et en 1944 fit campagne avec la 2e DB jusqu'à la libération de Paris. La généalogie du prince pourrait servir de schéma à l'histoire des monarchies européennes, descendant d'Hugues Capet d'Henri IV et de Louis XIV par Philippe V d'Espagne, membre de la famille des Bourbon-Parme, frère de la dernière impératrice d'Autriche et de la dernière reine de Bulgarie, le prince Félix avait 6 enfants, dont le prince Jean, actuel grand-duc de Luxembourg, seul prince capétien régnant au XXe siècle. Georges Pitoef qui nous a retracé la vie de Félix de Luxembourg. À Hollywood, cette nuit, remise des Oscars du cinéma. Et là, nous ne quittons pas entièrement la politique étrangère. En effet, l'Oscar du meilleur film étranger est allé au film Z, un film du metteur en scène français Costa Rivas, mais un film présenté par l'Algérie. Or, Z, c'est, vous le rappelez sans doute, l'histoire à peine romancée de l'assassinat du député grec Lambrakis et de la prise de pouvoir en Grèce par la junte militaire. Philippe Zildas. Oscar du meilleur interprète, John Wayne. Shoot them! They're too far and they're moving too fast.
Vous vous demandez sans doute pourquoi ces récompenses du cinéma américain s'appellent des Oscars. Eh bien, l'histoire est simple, en fait, c'est dû à un hasard. Lorsque les fondateurs du prix décidèrent de donner la récompense, ils se donnèrent comme but de la symboliser par une statuette. Lorsque la première statuette arriva dans leur bureau, une secrétaire la vit et se dit « Tiens, elle ressemble au portrait de mon oncle Oscar ». Le Grand Prix du cinéma américain avait trouvé son nom. En France, cette nuit, hélas, un drame en gare de Morsinx, entre Dax et Bordeaux. 3 cheminots sont morts, intoxiqués par du gaz en provenance de Lac, du gaz que transportait un wagon-citerne d'un convoi. Chaque nuit, en effet, un convoi transportant du gaz de Lac passe sur cette voie. Et cette nuit, en gare de Dax, les cheminots ont été alertés. L'odeur laissée par le convoi était vraiment très forte. Ils ont demandé à leurs camarades de Morsinx d'arrêter le train et de vérifier ce qui se passait. À Morsinx, on arrête le train, 3 cheminots s'approchent et meurent immédiatement intoxiqués. Aussitôt, on évacue la gare, bien entendu, on arrête le trafic. Ce matin, les spécialistes de l'Axe sont arrivés en hélicoptère pour voir ce qui se passait. Ils ont remarqué que l'un des wagons était fissuré. On a tracté le wagon en pleine campagne, hors de toute habitation, et maintenant, on essaye de boucher la fissure. Mais hélas, je vous l'ai dit, 3 cheminots sont morts. À Lyon, ce matin, la ville a un visage inhabituel. La police est partout, la ville est quadrillée. Les policiers espèrent en effet retrouver 3 des 4 gangsters qui, dernièrement à Villefranche-sur-Mer, avaient pu échapper à la police en séquestrant des otages dans un palace de la ville. Vous vous rappelez qu'en menaçant d'exécuter ces otages, les bandits avaient réussi à s'enfuir. Il y a 48 heures déjà, à Lyon, on retrouve l'un des bandits, une fusillade violente. L'un des bandits est arrêté, mais les 2 autres, pourtant cachés près de lui, parviennent à s'enfuir. On ne savait pas où était à ce moment-là le 4e. Cette nuit, la police a retrouvé la voiture des bandits. Il y a des taches de sang à l'intérieur, notamment sur la colonne de direction. Et à Lyon, depuis ce matin, c'est la chasse à l'homme, cependant que nos amis de la station de Lyon ont retrouvé des témoins de la fusillade. Vous habitez précisément l'immeuble où a eu lieu cette arrestation, alors ça s'est passé comment? Tout s'est passé très vite, il y a eu un premier coup de sonnette, c'était les inspecteurs qui arrivaient en civil, mais personne n'en savait rien. Un second coup de sonnette un peu plus tard, c'était la locataire et une autre dame qui sont arrivées. Dans l'appartement, il y avait déjà un individu que les policiers ont arrêté et ont questionné. Et la locataire, c'était la dame qui hébergeait ce gangster? Oui, et la locataire aussi a été questionnée. Il y avait une voiture qui attendait déjà avec des policiers à l'intérieur. Alors ils ont embarqué tout le monde. Et puis ensuite, les complices de ce premier gangster sont arrivés? Oui, les complices sont arrivés. Le premier a été très surpris quand il a vu que c'était les inspecteurs qui étaient là, parce qu'il semblait attendre autre chose. Et il attendait évidemment ses complices qui devaient venir le rechercher. Et les gangsters se sont rendus compte que les policiers étaient en train de surveiller l'immeuble? Oui, les gangsters s'en sont rendus compte. Oui, ils ont fait feu tout de suite. Et les coups de feu, vous les avez entendus simplement? Je les ai entendus et je les ai vus. J'ai vu quand les policiers sont descendus de l'escalier et ont fait feu sur les gangsters. En revanche, vous, monsieur, vous étiez à l'extérieur au moment où la fusillade a éclaté? Oui, je sortais de mon bureau avec un client que j'allais accompagner pour affaires. Et j'ai aperçu justement des individus qui sortaient. Ils étaient 3 ou 4, ça, vous savez, on s'en rend pas compte à ce moment-là. Et j'ai essuyé plusieurs balles, bien entendu, 4 ou 5, je crois. Et il y a eu un blessé à côté de vous, Un blessé, oui, mon client a été blessé à la cuisse. Mais alors vous-même, les balles sont... Eh bien, moi, j'ai une balle qui a traversé, vous voyez, ma veste, ici, qui est ressortie de l'autre côté, par la doublure, et qui est sortie par le bout. Une chance inouïe, hein. C'est une baraka. Vous avez vu la voiture des gangsters s'enfuir? Non, absolument pas, parce que je faisais du plat-ventre à ce moment-là, vous voyez. Alors on essaye, vous savez, à ce moment-là, de se parer le plus possible. Et j'ai appris à utiliser le terrain. C'est ce qu'on m'a appris pendant la guerre, d'ailleurs. Un plat-ventre que l'on comprend et des témoins qui ont eu de la chance. À Paris, il y avait un trésor caché dans le canal Saint-Martin. Un trésor de 33 paquets de billets de 500 francs dans la vase, soit au total 3 300 000 francs lourds. Mais un trésor sans valeur, car ces billets étaient faux. Et ce matin, le commissaire Poisblanc a bien des soucis, car il voudrait retrouver les auteurs de ces contrefaçons, d'autant que la contrefaçon est fort bonne. En revanche, c'est un trésor bien réel et de fort bonne qualité qu'a trouvé dimanche un boulanger de Saint-Dizier. 1 200 000 francs, 1 200 000 francs gagnés au tiercé. Vous voyez bien que la fortune est parfois sous les sabots d'un cheval. Un reportage de notre station de Reims. Monsieur Walter, on prétend que vous avez une veine de pendu. Ah oui, sans doute. Vous jouez toujours au tiercé? Oui, tous les dimanches. Et vous avez une combine particulière? Oh, ma foi, non. Alors le dernier tiercé vous a rapporté combien? 120 millions. Pour une mise de fonds de combien?
de 60 francs. Vous jouez seul habituellement ou vous jouez avec quelqu'un d'autre? Oh, des fois, je joue avec quelqu'un, mais enfin, on fait toujours un jeu seul, quoi. Et cette fois-ci, vous aviez joué seul? Oui, joué seul. Puis on fait un jeu de 7 avec une autre personne, puis ce jeu-là, ça ne l'intéressait pas, alors je l'ai fait tout seul. Mais votre commis, il joue pas avec vous habituellement? Oui, il joue avec nous, mais enfin, il fait ses jeux à côté, il fait des jeux à côté aussi. Comme moi j'en fais. Alors qu'allez-vous faire de ce que vous venez de gagner? Ah, c'est un peu trop tôt pour le savoir. De toute manière, il faut prendre le temps, ça vous respirer un peu. Ça ne vous fait pas un peu peur? Non, pas du tout. Vous ne craignez pas d'être sollicité par tout un tas de personnes? Oui, enfin, quand j'étais dans l'ennui, personne ne m'a tendu la main. Il faut comme moi, ils se débrouilleront. Enfin, on fera ce qu'il faudra faire. Hein. Il y a quand même au moins un homme en France qui doit être triste depuis dimanche. C'est le commis de ce monsieur que vous venez de voir. En effet, son patron lui avait proposé de jouer avec lui, mais le commis ne croyait pas aux chances du cheval numéro 15 et il a refusé. Enfin, Michel Drucker, il aurait pu se rattraper aujourd'hui puisqu'il y a de nouveau un tiercé, je crois. Oui, mais enfin, il est maintenant 13h16, il est trop oui, tard, les jeux sont faits. Mais enfin, il y a un avocat de Madrid qui, lui, a passé un bon dimanche aussi, car il a gagné, en pariant sur les matchs de football, la coquette somme de 350 millions d'anciens francs. 42 millions de pesetas. Beaucoup de chance. Il a battu le record d'ailleurs d'un agriculteur de Valladolid qui lui avait déjà gagné 300 millions d'anciens francs en jouant sur les matchs de football. Dites-moi, quelqu'un qui n'a pas de chance chez Steve McQueen, on ne veut pas qu'il court au Mans, alors? Enfin, c'est une rumeur qui circule depuis en effet 2 jours. McQueen ne participerait pas aux 24 heures du Mans. Sa compagnie d'assurance aurait mis un veto formel à sa participation à la célèbre grande course d'endurance. Pourquoi? Ou bien vous participez à l'épreuve, a dit la compagnie d'assurance, et là à titre privé, ou bien vous tournez votre film, car vous savez que McQueen, et c'est là où est tout le problème, McQueen doit venir au Mans. C'est les 24 heures du Mans, la célèbre course qui doit être la toile de fond de son prochain film. Et dans ce film, bien entendu, le sympathique chasseur de primes du feuilleton Au nom de la loi et pilote automobile. Il pilote au volant d'une Porsche aux 24 heures du Mans. Les assureurs ne veulent pas que Steve McQueen court 2 lièvres à la fois. Exactement, mais enfin c'est une rumeur. Nous avons d'ailleurs eu l'organisateur des 24 heures du Mans au téléphone ce matin, qui avait dans son bureau le producteur de Steve McQueen. Il a dit non, McQueen doit courir. D'ailleurs, il arrive après-demain à Paris pour participer aux essais dimanche en compagnie de Jackie Stewart, qui pilotera avec lui au Mans. Football aussi, je crois, ce soir? Oui, ce soir à Rouen, un match intéressant. En tout cas, le succès populaire est déjà assuré. On jouera à guichet fermé ce soir au stade Robert Diochon à Rouen. 22 000 spectateurs pour le match France-Bulgarie, qui ne manque pas d'intérêt, même si l'équipe de France n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde au Mexique, car la Bulgarie est qualifiée. Et cette équipe de France, eh bien, elle n'a rien de révolutionnaire. Georges Boulogne a préféré la continuité à l'ouverture, pour employer 2 termes à la mode, puisque c'est à un élément près l'équipe qui disputa le match contre la Suède et qui battit la Suède le 1er novembre dernier à Paris. Et d'ailleurs, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder un reportage de notre station de Rouen qui a été tourné justement à Deauville, là où l'équipe de France préparait ce match contre la Bulgarie, que nous téléviserons ce soir à partir de 21h30. Gardien de but, Georges Carnu, Saint-Étienne. En défense, à droite, Djorkaeff, Marseille. Au centre, Novi, Marseille et Bernard Bosquier, Saint-Étienne. À gauche, Rostany, Bordeaux. En milieu de terrain, à gauche, Broissard, Saint-Étienne. À droite, Henri Michel, Nantes. En attaque, à droite, Jean-Claude Bras, Liège. Au centre, Hervé Revelli, Saint-Étienne et Charlie Loubet, Marseille. À gauche, Georges Beretta, Saint-Étienne. Mais quelle conclusion peut-on tirer de ce stage? C'est ce que nous avons demandé à Georges Boulogne, entraîneur. Les lecteurs de notre confrère L'Aurore ont peut-être eu quelque mal hier à reconnaître leur visage habituel. Leur journal, le visage habituel de leur journal. En effet, L'Aurore a changé de formule. C'est bon, ça. Avec ce nouveau titre, Dominique Pado, l'Aurore a changé de visage. Est-ce un nouveau printemps pour votre journal? Oui, c'est un nouveau 25e printemps et c'est un âge où on ne manque pas d'enthousiasme et où il faut s'installer un peu plus confortablement dans la vie et être de son temps, c'est-à-dire être un homme moderne. C'est pourquoi la direction de l'Aurore a estimé que le moment était venu de donner en effet au journal un nouveau visage et un visage qui corresponde à ce que désiraient ses lecteurs. Car il est incontestable que tout évolue dans ce pays. Il n'y a pas de raison pour que la presse n'évolue pas elle aussi. Ce qui était valable à l'Aurore d'il y a 25 ans et même d'il y a 10 ans ne l'est absolument plus. C'est pourquoi nous avons voulu
que le graphisme de l'Aurore, sa présentation et même son contenu soient totalement différents, même si le journal reste fidèle à ses opinions politiques et il n'est pas naturellement pas question d'en changer. L'Aurore, qui était un journal essentiellement politique, reste, comme l'a dit Dominique Padot, un journal qui est de libre expression, de libre critique, mais il est également le reflet de la vie parisienne. Il offre également, en ce qui concerne les loisirs, un organe pratique pour ses lecteurs, et il va au-devant de ses lectrices également, en créant une rubrique féminine quotidienne qui vient s'ajouter aux rubriques hebdomadaires. Une rubrique féminine, Jacqueline Alexandre. Bonjour, vous savez que les techniciens de la NASA ont des soucis de mère de famille, car la rubéole de leurs cosmonautes risque de leur coûter fort cher en les obligeant à retarder le départ d'Apollo 13. Eh bien, si les cosmonautes soignent leur rubéole, les femmes continuent, elles, à soigner leur complexe. En effet, il n'existe pas de femmes laides, mais il y en a encore un bon nombre qui ne se connaissent pas très bien et surtout qui ne savent pas tirer parti de leur physique. Pour acquérir l'assurance de nombreuses femmes font appel à des spécialistes qui les aident à trouver leur personnalité, qui les conseillent dans la façon de marcher, dans leur façon de s'habiller, etc. Et c'est pourquoi Christiane Delacroix a suivi aujourd'hui l'évolution de l'une d'entre elles. Passante anonyme dans les rues de la ville, elle poursuit son rêve et son ambition comme bien des jeunes filles d'aujourd'hui. Son souhait, être mannequin. Pour y parvenir, elle sait qu'il lui faudra tirer parti de ses défauts comme de ses qualités, épanouir sa personnalité. Consciente des progrès à réaliser pour apprendre son futur métier, elle va suivre les cours d'un collège. Un collège où un enseignement complet lui sera donné, mais auparavant, premier examen devant la directrice. Et très vite, premier cours de maintien. Tiens tes hanches, monte ton cou, c'est très bien comme ça, voilà. Voilà, le manteau sur l'épaule, présente bien ce modèle, voilà. Très bien, tu redescends. 1, 2, 3, 4. Cours de danse. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et bien, bien. 1, 2, 3, 4. Fermez cours de yoga. Décontractez-vous. Gardez le dos bien droit, la tête bien droite. Inspirez par les narines, expirez par les narines. Vanité des vanités, tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. Bien. Cours de diction. Moins, Léa. Vanité des vanités. Non, non. Vanité des vanités, tout est vanité, disait l'Ecclésiaste. Qui sont-elles? Que veulent-elles faire? Pourquoi? Cette année, vous allez vous lancer dans la vie professionnelle. Je suis étudiante pour l'instant en relations publiques et dès le mois de septembre, je me lancerai dans la vie professionnelle et j'ai choisi de venir à ces cours pour me perfectionner. L'apparence en relations publiques étant quelque chose de très important, ainsi que la diction. C'est donc pour vous un complément d'études en quelque sorte? En quelque sorte, c'est exact. Vous pensez en tirer quelle partie? Essayer d'avoir une plus forte personnalité vis-à-vis du public que j'aurai à convaincre en quelque sorte. Dans mon métier, je dois avoir une assurance, une confiance en moi dont je manque totalement et je viens ici pour vaincre ma timidité. Eh bien, je voulais faire le mannequin et je suis allée me présenter dans une maison de couture il y a quelque temps. Et bon, au point de vue mensuration, ça allait très très bien. Et quand j'ai évolué, quand on m'a dit présenter ce modèle et défiler, la personne qui me recrutait a été affolée. Elle m'a dit mais vous marchez très mal, vous vous présentez mal, c'est dommage. Pour que vous puissiez défiler, il faut absolument que vous appreniez à marcher, à évoluer, à bien vous tenir. Alors j'ai pensé qu'il était temps que je prenne des cours de maintien et que... Vous avez pensé que c'était un métier en fait? Oh, oui, oui. Au départ, on pourrait croire qu'il suffit d'avoir un physique, et puis en fait, pas du tout. Il faut savoir se placer, il faut savoir tourner, il faut savoir se tenir correctement et mettre en valeur un modèle. Ce collège est dirigé par une jeune femme dynamique, ancien mannequin, que tout le monde amicalement appelle José. Elle dirige, elle conseille. Écoutez-la. En créant cette école, je crois que vous avez voulu sensibiliser tout un ensemble de femmes
Oui, parce que je crois que toutes les femmes ont un problème. Moi, je sais qu'en tant que mannequin, j'ai des problèmes. J'ai envie de changer de robe, mais j'ai aussi envie de changer de tête. J'ai envie de changer d'allure. J'ai envie d'être une autre femme, quelquefois. Et j'imagine que toutes les femmes ont ce genre de problème. Et vous distribuez ici un enseignement très éclectique et avec des formules particulièrement modernes. Oui, particulièrement modernes. C'est vrai, nous avons le magnétoscope, qui est une chose extraordinaire. Dans l'enseignement, moi, je sais qu'au début de ma carrière, j'aurais vraiment aimé ce genre de procédé parce que vous avez immédiatement la faculté de vous contrôler, de voir immédiatement à l'image ce que vous représentez de face, de profil et de dos. On ne se voit jamais de dos, à moins de faire des contorsions extraordinaires dans la glace. Il y a des cas très difficiles et des sujets rebelles. Je crois qu'une personne peut venir avec un défaut, quelque chose. Mais c'est à nous, ou c'est à elle, en prenant conscience de ce qu'elle est, d'exploiter ce défaut et de faire qu'elle est bien dans sa peau. Je crois que vous avez une dernière information à nous donner. Oui, malheureusement, une catastrophe, comme ça arrive trop souvent. À Osaka, au Japon, une explosion sur les chantiers du métropolitain, 92 morts, 80 blessés. Mais je crois qu'il faut rassurer ceux qui ont des parents ou des amis à l'exposition universelle d'Osaka. L'explosion s'est produite loin du centre de l'exposition. Eh bien, nous allons passer tout de suite à la Bourse de Paris où nous attend Gérard Vidalanche. Vous voyez ici des images d'un groupe de cotation et comme vous le voyez, il y a peu d'activité. Les professionnels attendent les nouvelles cotations, si vous voulez les seconds cours, les premiers cours ayant été déjà établis et ces cours sont très irréguliers, il y a des valeurs